沖合に出現した直径およそ Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format actualité et j'ai le plaisir de partager cette émission avec toi Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. Je rappelle en introduction que l'idée de ce podcast c'est de vous rapporter quelques news en relation avec l'archipel nippon. Donc là évidemment on va toucher au domaine de la société, du tourisme, de la politique et de la pop culture. Et comme chaque mois il y a de quoi faire, donc sans plus tarder je te propose que l'on y aille directement Gaël. C'est parti. Et donc je vais prendre la main avec la catégorie liée au tourisme puisque l'on va vous exposer ce que l'on sait aujourd'hui sur l'ascension du mont Fuji, notamment avec le fait que récemment il y a eu la publication du système de réservation pour faire cette expérience de randonnée, pour arriver jusqu'au sommet. Donc comme nous on l'avait reporté dans d'autres émissions, pour faire face au surtourisme, il y a le Japon qui a mis en place un système de taxes de 2000 yens pour gravir le mont Fuji par le sentier Yoshida, ainsi que des quotas et des réglementations qui vont être nouvelles concernant l'ascension de nuit, ou en tout cas le fait de faire des nuitées sur place. Et ça, ce sera effectif à partir de cet été. Donc les réservations, elles ont déjà commencé depuis le 20 mai, et sur le site officiel, vous pouvez déjà commencer à faire vos réservations. Donc vous pouvez taper www.fujisan-6climb.jp. Et là, vous arriverez sur le site qui est disponible également en anglais. Donc là, il y a beaucoup de ressources. Et s'il y a des choses qui changent en termes de législation, etc., vous pourrez directement vous y référer. Donc ce qu'il faut savoir sur cet itinéraire qui est payant désormais, c'est celui à partir de la 5e station. C'est quasiment à mi-hauteur du mont Fuji. Et c'est aussi le point le plus accessible en voiture et en bus. Donc on y croise aussi quand même pas mal de monde. Et pour info, il y a des portes qui ont été mises en place, des portes d'accès, et qui sont fermées de 16h à 3h du matin. Donc à partir de ce moment-là, on n'est plus censé pouvoir entamer sa randonnée, ni circuler sur le sentier entre ces deux horaires. Oui, en fait, c'est pratique pour les préfectures parce que la 5e station, c'est vraiment la station de base, entre guillemets. C'est plus rare les gens qui font l'ascension depuis le point 0. Ça met quand même beaucoup plus de temps. Tu vas parler tout à l'heure un peu de la durée, mais souvent, vraiment, les voyageurs, on va dire lambda, qui n'ont pas de grosses expériences de randonnée, vont commencer de la 5e station. Et du coup, pour l'ascension, c'est vraiment le plus simple. Et tu parlais tout à l'heure du sentier Yoshida, c'est vraiment le sentier principal aussi. Voilà, donc c'est celui-ci qui est taxé désormais. Et cette consigne a été spécialement conçue pour décourager aussi les randonneurs de commencer leur ascension en fin d'après-midi par exemple, et d'atteindre ensuite le sommet avant l'aube pour observer le lever du soleil ou son coucher depuis le sommet, en redescendant sans passer de nuit en refuge. Donc en fait, il y a un manque à gagner aussi pour les préfectures, et vous verrez à quoi servent ces taxes, on en reparlera tout à l'heure. Donc le but pour la préfecture, c'est d'avoir plus de monde dans les refuges, aussi d'avoir ces 2000 yens, et vous verrez qu'il y a aussi le don de 1000 yens dont on reparlera tout à l'heure, donc ça ferait 3000 yens de frais en plus pour l'ascension, et ça fait également un point un peu plus sécure pour la préfecture, puisque en termes de sécurité, d'oxygène, etc., c'est quand même plus safe d'avoir ces randonneurs en ascension 2 jours plutôt que de nuit, puisqu'il y a des gens qui pensent aussi être capables de faire cette randonnée, alors que sur place on peut vite être surpris, soit un peu par le manque d'oxygène, soit par les conditions physiques que ça peut requérir. Ouais, on n'est pas tous égaux, hein. Il y a aussi, moi je l'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années, mais il y a aussi des personnes âgées qui le font sans problème. Nous, tu vas en parler un peu plus tard, mais dans l'article de Kanpai où on relate notre expérience, on explique que même si ça nécessite quand même une certaine condition physique, c'est accessible à beaucoup de gens. Par contre, ça demande de la préparation. Et concernant l'oxygène, on n'est pas tous égaux. Moi, par exemple, lors de l'ascension, puis la personne qui m'a accompagné, on n'a pas du tout eu de problème d'oxygène. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent vite être en difficulté, donc il ne faut quand même pas prendre ça à la légère. Oui, même des fois quand on est sportif, eh bien, les conditions sont vraiment différentes, donc on est vraiment assez inégaux par rapport à ça. Tout à l'heure, je parlais de quota. Donc à ce jour, le quota il est basé sur 4000 personnes pour l'ascension par jour. Pour pratiquer ce chemin, vous allez avoir besoin de réserver. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire de réserver trop en amont, mais nous, on va vous le conseiller, parce que les places partent très très vite. Il faudra réserver donc en payant ces 2000 yens pour parcourir le sentier, donc c'est la nouvelle taxe. Par contre, une fois que vous avez réservé, il n'y a pas de remboursement possible, il n'y a pas d'annulation non plus, et d'autant plus si vous arrivez après la fermeture des ports, donc après 16 heures, eh bien là, vous ne pourrez pas être remboursé non plus. Et si vous avez réservé un hébergement, ça n'inclut pas dans le prix de l'hébergement, c'est 2000 yens qu'il faut payer, donc cette taxe. Par contre, vous allez faire partie des quotas. Ça va être, vous serez directement éligible justement à pouvoir pratiquer la randonnée le lendemain.
Donc nous, évidemment, on ne peut que vous conseiller de réserver en amont votre passage sur le site, puisque en plus ça va fluidifier les passages de porte parce que vous allez avoir un QR code et donc des fils vont être dédiés aussi à ça. Donc vous n'allez pas passer par le même endroit forcément et ce sera beaucoup plus court pour tout le monde. Et la fois dernière, on vous avait parlé qu'il y avait un don facultatif, mais fortement conseillé, et notamment ici à Campagne, on vous le conseille, puisque ça va participer, on le verra, à un meilleur fonctionnement et à une bonne préservation du mont Fuji. Cette taxe, elle est de 1000 yens, donc elle va servir à la conservation du mont Fuji. Et donc ces 1000 yens plus les 2000 yens, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de 3000 yens de frais en plus de votre ascension et de votre nuitée. Donc ça fait 2 forfaits qui vont être strictement obligatoires pour l'un et facultatifs pour l'autre. Donc il y a le forfait randonnée qui va servir à lui payer des frais liés à la sécurité, à des interprètes, à l'entretien de sentiers, de barrières, de portails et de frais d'exploitation pour la préfecture, et à gérer également des points d'urgence comme des bornes et des centres d'information et autres services d'urgence qui sont prévus en cas de catastrophe. On peut penser au séisme par exemple. Et il y a la catégorie liée au don, le don de 1000 yens, qui lui va être également aussi pour les fonctionnements des postes de secours locaux, pour l'entretien des toilettes publiques par exemple, le centre d'information à la 6e station, également la gestion des sentiers et puis la prévention des espèces invasives. Il y a aussi pas mal d'autres causes. Oui, donc ce qu'on voit, c'est que ce don, il sert pas à rien, il est pas là. Alors ça, c'est dit par les préfectures, préfecture de Yamanashi et puis Shizuoka, si ma mémoire est bonne. Mais à mon avis, surtout avec le yen faible actuellement, 2000 yens ça fait 12-13 euros, 1000 yens ça fait 6 euros à peu près. Ce serait quand même un petit peu radin, je dirais, je me permets, mais de ne pas payer le don, surtout que voilà, c'est une montagne sacrée et qu'il y a beaucoup de gens, il y a quand même beaucoup de gens qui montent le mont Fuji depuis très très longtemps et là ils viennent d'ajouter ça et c'est quand même pas un montant qui est très élevé. Donc on vous encourage en fait en guise de entre guillemets de bonne foi, de bonne pratique en fait, de bonne manière, si vous allez monter le mont Fuji, donner ces 1000 yens en plus des 1000 yens parce que c'est pas grand chose, c'est quand même très utile pour faire en sorte que tout continue à bien se passer. Oui, voilà, c'est que ça vous a permis jusque-là aussi de parcourir des sentiers bien entretenus, avec tout un aspect lié à la sécurité qui est quand même très très aux normes là-bas. Donc voilà, ça est bien de participer à ça également. Et autre conseil qu'on pourrait vous donner si vous préparez cette randonnée, c'est de bien prévoir vos transports en amont, notamment pour votre heure d'arrivée et de départ, puisqu'il ne faut pas arriver en retard, il faut avoir le temps de faire cette ascension qui prévoit à peu près, en tout cas c'est sur le site, c'est inscrit comme ça, 10 heures de randonnée, aller-retour, donc 6 heures pour la montée et 4 heures pour la descente. Oui, on avait regardé ensemble, Charlie, en préparant ce podcast. Je crois que moi, j'avais mis un peu moins que ça. J'avais dû mettre 5h30. Enfin, c'est pas un concours. Et puis un peu moins aussi pour la descente. Mais j'étais quand même en meilleure forme. J'étais plus jeune. Oui, alors, ce que tu as dit qui est important, c'est de faire attention. Si vous dormez dans la région du mont Fuji, par exemple, autour de Fuji Yoshida, voilà, vous êtes beaucoup plus près de la 5e station. Mais par contre, si vous dormez à Tokyo, il vous faut prendre un bus depuis Tokyo qui met à peu près 1h30, je dirais, de trajet. Et des bus, il n'y en a pas toutes les demi-heures. C'est quand même... Donc, il faut d'abord le réserver à l'avance, comme tout. De toute façon, vous commencez à être habitué, mais de plus en plus en voyage, et surtout au Japon, il faut réserver le plus à l'avance possible l'ensemble de vos prestations. Quasiment tout est réservable à l'avance. Et surtout, là, en l'occurrence, ce bus, parce que ce serait trop dommage de réserver soit un refuge ou soit de payer vos frais d'ascension, ou les deux, et en fait, de ne pas arriver correctement à l'heure et puis de ne pas pouvoir monter le mont Fuji. Donc, réservez bien vos bus à l'avance si vous partez de Tokyo. Oui, puis en plus de ça, le mont Fuji, il se randonne pas toute l'année. Donc c'est sur un espace assez court quand même dans l'année. Et puis si vous arrivez déjà à réserver vos hébergements et votre place dans les quotas de 4000 randonneurs, eh bien c'est déjà bien. Donc ne pas se louper avec le bus, c'est encore mieux. Donc là, ce qu'on a vu, on a fait un petit check il y a quelques jours, c'est qu'il y avait encore pas mal de places de disponibles, je pense, parce que l'information n'est pas forcément, comme c'est quelque chose de tout nouveau, tout le monde ne le sait pas forcément. Donc on vous encourage, en tout cas, si vous souhaitez monter le mont Fuji, cette année en tout cas, de réserver, dès que vous écoutez ce podcast, de réserver votre place, que ce soit pour l'ascension ou pour le refuge ou les deux, parce que ça pourrait partir quand même assez vite au fur et à mesure qu'on s'approche de la date. Et puis moi j'aurais un dernier conseil logistique, Gaël, c'est par rapport au paiement, puisque pour payer ces taxes, si vous ne l'avez pas fait en amont, ou pour payer tout simplement pour des denrées, pour l'hébergement ou autre, eh bien on vous conseille d'avoir du liquide sur vous, puisque la carte bancaire n'est déjà pas forcément acceptée partout, et surtout s'il y a une forte couverture nuageuse notamment, eh bien le paiement par carte bancaire ne va pas pouvoir se faire s'il n'y a pas de réseau. Et nous on fera de notre mieux aussi pour tenir l'article Kampai à jour, puisque tu nous disais que tu étais parti justement il y a quelques années, eh bien l'article se met à jour dès qu'on a des infos nouvelles, on fait en sorte que ce soit OK.
Et toujours pour rester sur la thématique de ce mont sacré, eh bien, je te laisse parler de la situation à Kawagochiko et ce fameux Lawson qui a fait le tour du web ces derniers jours. Ah oui, c'est sûr, on en a mangé du Lawson là, sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc si vous n'avez pas suivi l'affaire, en fait, il y a une photo Instagram, entre guillemets, qui est très très célèbre. C'est cette photo d'un combini, donc une supérette de Lawson, avec le mont Fuji en fond, qui se trouve dans la ville de Kawagochiko, donc tout près du mont Fuji évidemment. Célèbre pour son lac, vous pourrez aller voir sur Campagne nos articles. Et en fait, le problème de ce lieu, c'est que beaucoup de touristes ne respectaient pas la rue, en fait, parce qu'il y a une route qui passe devant ce Lawson, et en fait, beaucoup de touristes traversaient la rue pour prendre en photo. C'est une fameuse photo un peu iconique des réseaux sociaux du Lawson avec le mont Fuji en fond. Et ce qui se passe, c'est que la ville de Kawagochiko avait mis en place des policiers ou des personnes qui essayaient de faire attention au niveau de la sécurité pour les voyageurs et tout ça. Et comme ça n'était pas assez respecté, qu'il y avait aussi des déchets qui étaient posés, la ville a décidé le mois dernier d'installer des écrans occultants pour bloquer la vue. Donc en fait, pour moi, c'est un petit peu un constat d'échec en fait de la ville, parce qu'elle n'a pas réussi à capitaliser entre guillemets sur ce spot photo qui était devenu un spot photo. Et ce qu'elle a trouvé, c'est de bloquer la vue sur le mont Fuji qu'elle trouvait envahi par les touristes. Donc le nombre de visiteurs avait atteint des niveaux ingérables selon la mairie, qui gênait la circulation. Ça gênait aussi de la devanture clinique dentaire qui était juste en face, et la ville avait aussi reçu des plaintes de résidents locaux, notamment comme on le disait au niveau des déchets, puis aussi de bruit, de cigarettes, etc. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de poser des bâches noires qui s'étendent sur 20 mètres de long et 2,50 mètres de haut. Donc on a vu notamment les télés japonaises qui se rendaient sur place pour, au moment de la pose de ces bâches, et puis aussi juste après pour voir comment ça leur rendait au niveau du décor en quelque sorte. Ça n'a pas été la seule mesure à être mise en place sur site, parce qu'il y a eu également 9 clôtures de 3 mètres de large et 80 cm de haut, donc bien plus réduites, mais qui ont été installées en bordure de la route pour dissuader les gens de traverser en dehors du passage piéton. Alors le bilan, sans grande surprise, c'est un flop, parce que les touristes en fait qui sont bloqués par les bâches font tout simplement la même chose à gauche ou à droite de la bâche, donc c'est pas très compliqué malheureusement. Le touriste est envahissant mais pas bête. C'est un peu comme le mur, le fameux mur de Trump au Mexique. Le mur partiel. Voilà. Et puis on s'est aperçu aussi très rapidement, je crois dès le deuxième jour, qu'il y avait un autre Lawson qui était pas très loin et qui permettait aussi de faire une photo identique. Donc oui, c'est un échec effectivement, parce que quelques jours après, à peine, on a vu qu'il y avait des trous qui avaient été percés dans la bâche, à peu près une dizaine de trous qui permettent de laisser passer des caméras, donc les appareils photo, des smartphones pour pouvoir continuer à prendre cette photo. Donc évidemment, c'est pas très efficace. Et puis dernière chose qu'on apprend également très récemment, c'est que le coût de cette bâche et de la pose est de 1,3 million de yens, soit quasiment 8 000 €. Et ça, c'est les contribuables de Kawagochiko qui le payent. Au-delà du fait que c'est très bien vendu, on va dire, 8 000 € pour une bâche, c'est un coût pour les contribuables qui n'est pas forcément très apprécié, surtout si ce n'est pas efficace. Moi, à titre personnel, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, d'abord, évidemment, le problème il vient d'abord des touristes qui ne respectent pas l'environnement, c'est-à-dire traverser au passage piéton, ne pas gêner, ne pas laisser des déchets par terre, etc. Ça, c'est évident. Donc quand on est au Japon, quand on est partout, mais en particulier quand on est au Japon, on respecte les lieux et puis les règles locales. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que la municipalité n'ait pas réussi à inventer ou trouver un système qui permette de faire en sorte d'accepter ce fait-là, parce que c'est un très beau décor, et puis de trouver une solution, je ne sais pas, que ce soit un support, que ce soit un endroit à protéger, que ce soit d'ajouter un passage clouté, ou trouver une solution en tout cas avec des feux, ou j'en sais rien, pour que ça puisse être exploité entre guillemets, que les touristes puissent en profiter sereinement et dans le respect de la population locale. Donc voilà, je pense que cet épisode n'est pas terminé, mais ça montre aussi parfois la difficulté du Japon à s'adapter un petit peu aux situations nouvelles. Donc ça, peut-être qu'on vous en reparlera, puisqu'on va suivre l'affaire de près, pas pour le retentissement qu'elle a sur les réseaux, mais aussi pour voir si leur solution, du coup, comment ils vont faire pour pallier à ça, puisqu'on voit déjà que c'est un échec. Et autre actualité toujours liée au tourisme, on va vous parler d'une info toute mignonne, puisqu'on va vous parler de la première naissance d'un cerf à Nara. Et si vous êtes fan de cerf Chica, sachez qu'à la naissance, il faisait 56 cm de long pour 3,6 kg.
c'est considéré dans la moyenne pour ce type de cerf. Donc il y a environ 200 bébés cerfs qui naissent chaque année dans le parc de Nara. Donc vous pourrez, quand vous déambulerez là-bas, vous verrez qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et les naissances se vont plutôt de mai à juillet. Et toi, Gaël, si tu pouvais prévoir un prénom pour ce petit cerf, ce serait quoi? Ah, c'est piège. Ah, c'est, Moi, je m'en suis noté un juste avant. j'ai pas révisé. Je suis noté Chopper. Ah, Chopper. Ah, c'est pas bête. Mais c'est un renne. Non, c'est un renne. Chopper. Ah mince. Voilà. Tu vas bien faire. J'ai essayé de me souvenir en japonais, mais c'est Tonakai. Comme tout le monde le prend pour un tanuki, c'est plutôt... moi, je l'aurais appelé Shikakun. Voilà. Et juste pour information, on pourrait ajouter que, même si on en parle sur Campai déjà, et qu'on pourrait vous conseiller de ne pas nourrir n'importe comment les cerfs, justement, vu qu'on parle des cerfs et qu'on n'en parlera peut-être pas souvent dans l'actu, puisqu'il y a de la nourriture qui va être adaptée, et puis si vous pouviez ne pas les nourrir, vu que tout le monde fait ça, ou le nourrir assez peu, ce serait très bien. Alors c'est vrai que pendant le Covid, on avait vu des photos de cerfs qui étaient sous-nourris, mal nourris en tout cas, parce qu'il y avait beaucoup moins de tourisme, évidemment, du fait de la fermeture des frontières. Et depuis que le Japon a rouvert ses frontières en 2022, c'est vrai que parfois, surtout en très haute saison, comme ça au printemps, en été, en automne, on voit que les cerfs carrément se détournent de vous. Parce que si vous y allez en basse saison à Nara, vous verrez... Alors, dans toute l'année, en fait, les commerçants veulent vous vendre des senbei, donc des petits crackers, en fait, des petits biscuits, des gâteaux pour les cerfs. Et puis les cerfs vont gentiment venir vous voir, fouiller dans vos poches, vos sacs. C'est gentil, voilà, ça se passe très très bien. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire la courbette. Ils vont faire la courbette devant vous, ça c'est assez rigolo. Mais en très haute saison, comme ça, quand il y a beaucoup de monde, c'est vrai que les cerfs ne vont plus du tout chercher à manger parce qu'ils sont trop nourris. Donc comme tu le dis, Charlie, il ne faut pas les nourrir trop. Et si vous voyez que voilà, ils ne vont pas forcément venir vous chercher, ça veut dire qu'ils ont assez mangé et qu'il faut les laisser tranquilles, bien entendu. Et enfin, on va parler du rail au Japon. On en parle quand même assez régulièrement dans ce podcast puisqu'on va parler des 60 ans du Shinkansen et on va en profiter au passage pour vous en dire un petit peu plus sur l'émergence de ce train au Japon. 2024 marque le 60e anniversaire de la première mise en service du TGV japonais. Donc on ne dit pas TGV mais Shinkansen, mais ça pourra vous parler puisque c'est le train à grande vitesse. Et pour un retour rapide sur son origine, sachez que 9 jours seulement avant l'ouverture des JO de Tokyo en 1964, et d'ailleurs c'était les premiers JO qui se déroulaient en Asie, eh bien la ligne Tokaido Shinkansen, dont on vous parle de temps en temps dans nos podcasts voyage ou destination par exemple, a été lancée entre la gare de Tokyo et la gare de Shin-Osaka. Donc Shin-Osaka, tu me confirmeras Gaël, mais c'est bien les gares dédiées justement exclusivement au Shinkansen. Oui, les gares Shin quelque chose, c'est ça. Donc elles ne sont pas forcément centrales dans les villes où vous irez, ça c'est à savoir. Des fois elles peuvent être un petit peu excentrées. Comme c'est le cas à Osaka, effectivement. Et le tout nouveau train à grande vitesse de l'époque, donc il a pu faire sa première pointe à 210 km/h dès son premier jour de mise en service, et ça en faisait déjà le service ferroviaire le plus rapide du monde, à dépasser en plus les 200 km/h. Donc dans les années 60, le Japon, lui, c'est un pays vaincu qui renaît de ses cendres après la Seconde Guerre mondiale. Il va s'orienter vers une ère de très forte croissance, comme vous le savez, et c'est à partir de là où on va planifier la ligne Tokaido Shinkansen, donc dans les années 50, et ça va débuter en construction d'année 1959. L'idée de ce train express a été avancée par Shinji Sogo, qui est devenu en plus de ça après président de la Japan National Railways en 1955. Donc Sogo, lui, il a vigoureusement poussé pour un projet national pour ce train à grande vitesse japonais qui aujourd'hui fait aussi le succès et la renommée du pays. Et pour le contexte, à l'époque, il y avait beaucoup de transports aériens, c'était vraiment en plein essor. Il y avait une généralisation aussi de l'automobile individuelle au Japon comme en Europe ou aux États-Unis. Et donc, on pensait que le rail, c'était un peu terminé, c'était un peu derrière soi. Et au final, pas du tout, puisque aussi on sait aujourd'hui que le réseau le plus à la pointe aujourd'hui, il est encore au Japon, avec tant sa qualité de train, son ingénierie ou son service aussi qui compte beaucoup là-dedans. Donc l'autre fois, on parlait du projet Maglev dans le podcast, ce train à suspension magnétique justement qui file à 10 cm au-dessus du sol sans contact physique avec le rail. Et ça fait partie des ingéniosités japonaises qui vendent aussi leur technologie après à l'étranger comme aux États-Unis en ce moment. Oui, alors nous, on vous conseille à tout prix d'utiliser les services du Shinkansen quand vous êtes au Japon.
D'abord parce que c'est beaucoup plus écologique entre guillemets que l'avion. On voit qu'il y a certains voyageurs qui font par exemple Tokyo-Osaka en avion, c'est un petit peu une aberration, d'autant que le train, voilà, il est plutôt en centre-ville, en tout cas à Tokyo. À Shin-Osaka, c'est un peu éloigné, mais si vous allez à Kyoto par exemple, c'est aussi en centre-ville, etc. Donc non seulement c'est pratique, c'est rapide, c'est pas extrêmement cher pour les touristes, on va le voir, et puis c'est toujours ponctuel, sûr, assez calme. Il y a beaucoup de trains aussi, des Shinkansen par exemple qui font la ligne du Tokaido, il y a des départs toutes les 15 minutes. Hein. Donc on vous encourage absolument à utiliser le Shinkansen quand vous serez au Japon pour vous déplacer, parce que c'est vraiment très pratique et ça fait partie aussi du charme japonais. Pour ça, vous pouvez acheter à l'avance donc des JR Pass, même s'ils ont augmenté au mois d'octobre dernier, ils restent quand même souvent intéressants, peut-être pas forcément le 7 jours, mais à partir du 14 jours, on vous encourage à regarder, parce que même si c'est un petit peu cher à l'achat, le train au Japon c'est cher, donc ça peut être vite rentable. Et puis en alternative, vous pouvez aussi acheter des billets de train à l'unité, mais là pareil, essayez de le faire à l'avance pour éviter tout problème sur place. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à compléter cette actualité Charlie, en parlant de la réouverture des bureaux Midori no Madoguchi. En fait, la société JR East, donc Japan Railways côté Tokyo, avait décidé il y a quelque temps de fermer ce qu'on appelle les Midori no Madoguchi. Donc ce sont les bureaux en fait dans lesquels vous pouvez aller au comptoir acheter des billets de train. Et en fait, JR East a décidé de suspendre la fermeture de ces bureaux. En fait, l'opérateur ferroviaire pensait que l'achat des billets en ligne au distributeur automatique réduirait la fréquentation des Midori no Madoguchi, donc des bureaux de vente avec des personnes physiques derrière. Mais le constat est fait que la congestion des sites internet et des bornes pose davantage de problèmes logistiques et d'inconfort. En réalité, on voit que beaucoup de gens continuent à aller directement au bureau, donc il est cohérent par rapport à la demande de garder ces bureaux ouverts. Alors, ce sont des bureaux donc, qui accueillent les voyageurs pour acheter des billets de train ou modifier, etc. C'est uniquement en japonais. On voit aussi, pour nous aussi, c'est quelque part, je ne vais pas dire un constat d'échec, mais ça montre aussi que les sites internet ne sont pas très très développés. Vous prenez par exemple en France, si vous voulez acheter un billet de train, vous allez sur votre appli ou sur le site internet de la SNCF. Eh bien, au Japon, c'est vrai que le réflexe, il n'est pas encore tout à fait là, parce que le site n'est pas forcément très efficace, et encore moins quand on vient de l'étranger. Donc c'est pour ça qu'il y a, comme on le disait, des agences qui permettent l'achat de billets de train à l'avance. Et sinon, vous pouvez toujours acheter vos billets de train sur place, mais avec le risque qu'il n'y ait plus de place, qu'il faille changer d'horaire, et puis que vous ayez des difficultés aussi pour échanger avec le personnel sur place, et aussi en acceptant de payer en yens. Donc comme toujours, c'est un petit peu là notre leitmotiv, mais c'est prévoyez à l'avance vos achats quand vous faites des voyages au Japon. On va maintenant passer à la catégorie société de ce podcast, Gaël, et on commencera par la délinquance qui est au plus bas au Japon. Et pour ça, je vais citer pour commencer le Figaro qui inscrivait le mois dernier 320 fois moins de saisies de cannabis, 37 fois moins de vols avec violence, 13 fois moins de cambriolage, un taux d'homicide au quart du cas français. C'est l'écart entre quelques statistiques clés de la criminalité française et japonaise. Donc ça, c'était des chiffres qui vous montrent la différence entre le cas japonais et français. Et pour une comparaison qui est plus comparable, si vous me permettez, en la comparant seulement au Japon, depuis son pic de délinquance, il y a une vingtaine d'années, c'était en 2002, l'archipel a réduit sa criminalité aux 3/4. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment un effort national, on va dire, qu'il soit politique ou autre, de fait là-dessus. Et puis donc en fait dans les news au Japon, on va plutôt relever des cas de délinquance qui pourraient nous faire sourire, puisqu'on va parler de vol de grappes de raisin ou de boulettes de tofu. Ça pourrait nous faire rire, mais on a déjà vu dans ce podcast que pour de petits délits, on pouvait être fortement puni, puisque on parlait du cas d'un enseignant qui avait perdu et son job et son million de yens de retraite, puisqu'il avait avoué, il s'était fait attraper en train de se prendre un café long alors qu'il avait appuyé sur le bouton café court. Donc on en rigole, mais ce sont vraiment des choses qui se font. En tout cas, on pourra saluer cette baisse de criminalité. Oui, alors pas d'inquiétude pour nous en tant que touristes quand on est au Japon. Si on prend un café long au lieu d'un café court, on risque pas la prison. J'exagère évidemment, mais bon, ça n'empêche qu'il faut respecter, comme on le disait, les règles et cette sécurité au Japon, qui est un énorme point positif quand on va au voyage. On nous demande régulièrement sur Kanpai, est-ce que je peux voyager si je suis une femme seule au Japon? Évidemment, sans aucun problème. C'est un pays qui est très très sûr, parmi les plus sûrs du monde, et ça fait partie de ses qualités évidemment, donc il faut en profiter et le respecter.
Et un des totems en fait auxquels je pense qui est toujours assez amusant, c'est plutôt dans les campagnes effectivement qu'on voit ça, mais vous avez parfois sur le bord des routes des sortes de petits stands entre guillemets, des petites huttes avec soit des fruits, des légumes ou même des bentos, ce genre de choses. Vous mettez une pièce dans un panier qui est complètement ouvert et vous prenez une pomme ou voilà, un légume ou que sais-je. Et c'est pas du tout surveillé, il n'y a personne et ça compte sur la confiance et juste le respect de chacun pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à chérir au Japon. Et puis je vais te laisser la main pour nous parler du chômage. On en parle de temps en temps aussi sur le podcast. Donc là, on va voir si ça a évolué ou non. 132 offres d'emploi pour 100 demandes, c'est le ratio exceptionnel du marché du travail au Japon. Donc a priori c'est une très bonne chose évidemment, on est vraiment plus qu'au plein emploi, mais c'est aussi à remettre dans son contexte car on pourrait éventuellement penser à la fausse bonne nouvelle. Alors les raisons qui font qu'il y a plus d'offres que de demandes au niveau de l'emploi au Japon, c'est évidemment la période post-Covid, mais aussi la baisse de la natalité et le vieillissement de la population, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées au travail. Donc on annonce déjà qu'au-delà de la bonne nouvelle, en fait, il y a beaucoup de secteurs qui vont manquer de personnel, notamment dans le secteur qui nous intéresse du tourisme, avec l'hôtellerie et la restauration par exemple, même si c'est vrai que dernièrement, depuis la réouverture des frontières, c'est surtout cette typologie d'emploi qui a été le plus recrutée. Ce qui se passe au niveau macro, c'est que l'emploi arrive à saturation. Donc on va suivre ça de très près parce que pour 2024, dans le contexte dont on vous parlera très régulièrement du yen qui est très faible, la faiblesse de la conjoncture économique, nous explique encore une fois le Figaro, incite les entreprises à la prudence. Les investissements devraient également diminuer. Donc il est possible que le taux de chômage culmine à 3% d'ici la fin d'année, ce qui est évidemment un chiffre qui est très attractif et que beaucoup de pays aimeraient atteindre. Oui, puis on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on verra un peu la limite de ça aussi, de ce plein emploi. Ça fait qu'il y a des endroits où on ne peut plus recruter parce qu'on n'a plus de monde. C'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a plus assez de personnes. Ce qui va nous conduire à une news un petit peu plus bas. Exactement. En tout cas, ce sont les étudiants qui sont ravis dans l'intervalle parce qu'on apprend par Gigi que cette année, 98,1% des étudiants japonais avaient une promesse d'emploi avant même d'obtenir leur diplôme. Et donc, moi, je vais reprendre la relève avec la garde d'enfants. Vous en avez parlé dans le podcast Actualité de mars. Et bien là, récemment, il y a quelques jours, au moment où on enregistre, la loi elle a été adoptée. Il s'agit d'une première réforme du code civil japonais en matière d'autorité parentale, et ce, depuis 77 ans. Donc ça fait 77 ans qu'on n'y avait pas touché, et ça devrait entrer en vigueur en 2026 si tout se déroule en ce sens jusque-là. Ça va permettre de faire en sorte que les parents puissent discuter de la garde partagée ou non, ce qui jusque-là n'était pas possible. Il y avait même une interdiction de visite de l'autre parent, donc c'est ce qui faisait aussi que le Japon était pointé du doigt, on y reviendra. Les autorités nous informent que s'il n'y a pas d'accord qui voit le jour entre les deux parents, eh bien, ce sera le tribunal des affaires familiales qui prendra le relais. Et pour info, en 2021, le Japon il avait particulièrement été montré du doigt, comme je le disais tout à l'heure, avec le cas de Vincent Fichot, un résident français qui avait fait une grève de la faim de 3 semaines pour voir ses enfants. Et bien, à la suite de cet événement, il y a le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies qui avait mis son nez dans l'affaire, et donc ça avait été débouté par contre par la justice japonaise, mais ça avait déjà été un coup médiatique pour pouvoir aussi sensibiliser les étrangers et les Japonais à cette situation qu'il fallait à tout prix changer, puisque là vraiment il y avait une interdiction de visite de l'un des deux parents forcément. Donc on va reparler des combini après notre petite excursion à Kawaguchiko, mais de manière un petit peu plus nationale, avec deux news liées à ces supérettes de quartier que vous verrez absolument partout au Japon. Donc les 3 plus grandes entreprises de combini que sont 7-Eleven, Family Mart et Lawson emploient 800 000 personnes au Japon. Et 10% de ces employés sont des étrangers. Donc ça fait 80 000 étrangers, parmi lesquels 64 000, donc la grande majorité, c'est-à-dire 80%, sont des étudiants. Et ces 64 000 étudiants représentent environ 20% du nombre total d'étudiants étrangers au Japon. Ça veut dire qu'un étudiant étranger sur 5 au Japon travaille dans un combini. Et donc un responsable de combini, selon Sankei, nous explique: bien que la plupart des étudiants internationaux finissent par retourner dans leur pays d'origine, il existe une grave pénurie de main-d'œuvre dans les zones rurales en raison de la baisse du taux de natalité et du vieillissement de la population.
À l'avenir, nous aimerions permettre aux étudiants internationaux qui trouvent un emploi de s'implanter dans la région. Bon, ça reste ce qu'on appelle du baito, donc c'est un petit peu un travail temporaire. Et si vous êtes étudiant au Japon, vous savez que les combini, c'est un des métiers les plus faciles à obtenir. Du coup, ça vous permettra de gagner un petit peu d'argent en travaillant votre japonais et puis en ayant des horaires un petit peu flexibles. Et donc autour de ces combini, il y a une autre information qui est intéressante, c'est qu'on se dirige petit à petit vers la fin du 24-24. En tout cas, c'est vrai qu'on a tendance à associer le combini à un magasin, une boutique qui est toujours ouverte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Mais une enquête de Kyodo News nous montre que 12% des combini ne fonctionnent plus désormais en 24-24. Alors pour le petit contexte historique, le premier 7-Eleven à avoir ouvert ses portes 24 heures sur 24, c'était en 1974 à Tokyo dans le quartier de Koto. Et en fait, comme ces combini sont omniprésents, eh bien, les clients s'y rendent pour faire leurs courses, mais également pour leurs services financiers, par exemple payer des factures ou retirer de l'argent, faire livrer leurs colis, et puis bien d'autres choses. Si vous avez voyagé au Japon, vous savez que ces combini sont indispensables, et quand on y habite, c'est encore plus. Alors, pourquoi de plus en plus de combini sont fermés la nuit ? Eh bien, en cause, on cite évidemment la pénurie de main-d'œuvre et puis la baisse des demandes nocturnes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de clients la nuit, et aussi les combini ont plus de difficultés à recruter, ce qui rejoint ce qu'on expliquait juste avant, Charlie, en termes de main-d'œuvre. On voit aussi que de plus en plus de caisses automatiques sont mises en place pour faire face justement à cette pénurie. Et c'est ce qui nous amène à parler du personnel qui est en caisse au Japon, pour lequel justement il y a un débat qui est en cours au Japon sur le fait de rester debout ou de s'asseoir. Alors il faut savoir qu'au Japon, c'est une norme de servir les clients en étant debout aux caisses de supermarchés et notamment de combini, mais c'est une habitude qui pourrait évoluer dans les temps à venir. En effet, une campagne a été lancée par une agence de travail qui encourage à reconsidérer cette pratique afin d'aller dans le sens du confort des employés, notamment en termes de fatigue physique et de motivation. Alors ce métier, le métier de chargé de caisse au Japon s'appelle Leiji Gakari, et ça nous a amené à un petit débat d'ailleurs dans l'équipe tout à l'heure, parce qu'on ne savait pas d'où venait le Leiji, et en fait c'est Register en anglais. Alors c'est déjà pas un métier évident, et évidemment ça l'est encore moins au Japon puisqu'on doit être constamment debout. Et on remarquera d'ailleurs, si vous avez voyagé, vous vous en souviendrez qu'il n'y a pas de tapis roulant dans les combini au Japon, et la personne qui est chargée de caisse doit souvent transporter chaque article dans un autre panier ou alors dans des sacs plastiques pour les récupérer du coup pour le client et procéder à l'emballage dans un coin approprié. Alors les chargés de caisse au Japon, donc les Gakari, sont très efficaces et surtout très bien formés parce qu'il faut qu'ils pensent à mettre les articles directement dans les sacs, les plus lourds en dessous, les plus fragiles comme les œufs à part et ainsi de suite. Et parfois même il y a 2 employés en caisse, il y en a un qui bip et un qui place dans les sacs plastiques. Alors pourquoi rester debout ? Eh bien parce que c'est en effet la réponse de 25% des employeurs interrogés par l'enquête, et 34% quand même ont répondu que c'était pour l'image. Alors je pense que c'est aussi une histoire de tradition, le Japon aime bien conserver son image. Parce que là on est d'accord, ça fait un peu plus de 50%, où c'est pas forcément une raison valable. Non, c'est sûr. Après, bon, c'est amené à évoluer, mais comme toujours au Japon, ça va plutôt doucement. Cette enquête de MyNavi, elle a porté auprès de 300 employeurs. Donc il y en a 20% qui interdisent de s'asseoir tout simplement, 24% qui ne donnent pas de règles, mais peut-être qu'elles ne donnent pas de siège, et seulement 23% qui permettraient à leurs employés de s'asseoir. Cette deuxième enquête qui a été réalisée auprès de 300 salariés à mi-temps leur demandait justement ce qu'ils en pensaient, et cette contrainte à rester debout les motiverait à démissionner. En tout cas, c'est ce qu'annoncent 20% des employeurs interrogés. Donc c'est toujours étonnant de voir qu'au final 80% des interrogés, tout confondus, ont déclaré que ça ne les gênerait pas d'être servis par des vendeurs ou vendeuses assis. Donc comme toujours, on voit que c'est la difficulté à évoluer qui bloque un petit peu. Donc cette agence MyNavi a lancé en mars une initiative appelée le projet Suwatte Isu, qui est une combinaison de l'expression japonaise décontractée, on peut s'asseoir sur une chaise. Et donc cette agence va proposer des tabourets développés avec un fabricant de meubles qui s'appelle Sankei. Sans transition, on va vous parler des logements abandonnés au Japon.
avec ce chiffre assez marquant, en tout cas moi ça m'a plutôt bluffé. 9 millions en 2023, c'est le nombre record de logements vacants. Ces logements que l'on peut appeler aussi Akiya, donc c'est la combinaison de Aki, qui veut dire vide, et de Ya, maison, au Japon. Et donc ça fait que par rapport à 2018, cette année 2023 a compté plus de 510 000 logements vacants. Donc on va vous faire un petit topo là-dessus. C'est un nombre qui s'expliquerait surtout, et pour pas changer, c'est vraiment pas un cours de géographie qu'on vous fait à chaque fois, mais du décès des personnes âgées célibataires, donc qui n'ont pas célibataires et sans enfants, ou de leur placement en maison de retraite. Et tout ça, c'est évidemment lié au vieillissement de la population, avec en prime la baisse de la natalité. Il y a aussi le phénomène de passage de migration rurale vers les villes, c'est-à-dire que les gens vont se déplacer des milieux ruraux vers les cités, par exemple Shikoku qui se dépeuple et qui va être dans notre top 1 des préfectures où il y a le plus de logements vacants. Et en tête des villes les moins touchées, évidemment, on va retrouver Tokyo avec seulement 2,6% de ces logements qui sont vacants. Donc l'enquête sur l'habitat, elle est réalisée tous les 5 ans depuis 1948 au Japon. Et ce chiffre, celui que je vous ai indiqué, là, les 9 millions, ça représente près de 14% de toutes les maisons du pays. Donc ça veut dire au final qu'il y a une maison sur 7 qui est abandonnée selon le ministère de l'Intérieur et des Communications. Donc moi, c'est vrai que ce chiffre, il m'a plutôt étonné. On voit que c'est bien global et en fait, ça s'accompagne évidemment de ce dont on vous parle à chaque fois, le dépeuplement de ce pays. Donc la situation, elle exerce forcément une pression conséquente sur les gouvernements centraux et locaux, puisqu'ils doivent prendre des mesures. Et démolir ou réutiliser ces propriétés, c'est quelque chose qui est coûteux, qui prend du temps, et il faut des entreprises évidemment dédiées et des services dédiés. Et si on les laisse dépérir, eh bien au final ça peut aussi créer plus de risques d'écroulement évidemment, et avec des maisons qui vont plus être aux normes des séismes ou des typhons par exemple. Donc ça, on le comprend, c'est un gros chantier. Et d'ailleurs, sans entretien, ces maisons-là, on considère qu'il y en a 20% d'entre elles, des maisons abandonnées, qui seraient inexploitables pour l'homme si on ne fait pas de très gros travaux dedans. Donc ça va être aussi des biens de perdus. Et pour l'historique, depuis que c'est possible, eh bien, le nombre de logements vacants en 1973, lui, s'élevait seulement à 1,7 million de maisons vacantes. Donc ça représente à l'époque seulement 5,5% des logements. Donc là, on voit vraiment qu'on arrive à un pic, mais qui s'explique du fait de la courbe démographique. Sur les 9 millions de logements inoccupés, il y a la majorité qui est louable. Donc ça ne veut pas dire que ce sera loué, mais c'est louable. Donc pour louer, évidemment, il faut des gens. Et on voit bien qu'il manque de couples et d'habitants au Japon. Et le reste, ça va se diluer entre des logements qui vont être à vendre, des maisons secondaires ou des statuts de maisons inconnues. Donc ça, je ne savais pas que ça existait, mais ça existe apparemment. Voilà, on vous en reparlera peut-être. En tout cas, c'est un chiffre qui n'est pas prêt de diminuer pour sûr. Dernière news de notre rubrique Société, la succession impériale. Alors des discussions ont lieu actuellement pour éventuellement assouplir les règles de succession au pouvoir impérial. Alors pour rappel, au Japon, l'empereur ne détient aucun pouvoir politique en vertu de la constitution de l'après-Seconde Guerre mondiale, mais il possède une importance symbolique énorme et il a un fort soutien du public. C'est un petit peu comme la reine, maintenant le roi d'Angleterre. Il ne sert pas à grand chose, mais quand même. Mais on l'aime bien. On l'aime bien. Donc la famille impériale japonaise a une histoire remontant à plus de 2600 ans, mais le Japon n'a actuellement qu'un seul héritier qui est le neveu de l'empereur actuel Naruhito, qui s'appelle le prince Hisahito et qui a actuellement 17 ans. La fille unique de Naruhito, qui est la princesse Aiko qui a 22 ans, ne peut pas succéder à son père qui a 64 ans en raison des règles de succession réservées aux hommes. Et les femmes royales doivent également quitter la famille lorsqu'elles se marient à l'extérieur, comme ça s'est produit avec l'ancienne princesse Mako Komuro en 2021 qui a épousé son amour universitaire. Donc cette procédure pour éventuellement assouplir les règles, c'est un processus qui est très long. D'ailleurs, juste cette démarche de mise en place du dialogue a mis 7 ans. Alors acter ces décisions, on n'imagine même pas. Une chose qui nous a un petit peu fait sourire, alors de manière un peu cynique, c'est que sur la photo d'AFP qui montre cette réunion pour discuter de faire évoluer ces règles de succession, eh bien il n'y avait aucune femme. C'est un petit peu classique au Japon. Mais... Donc il y a deux options qui sont en discussion. D'abord, permettre aux femmes de sang royal de conserver leur titre et leur fonction publique lorsqu'elles se marient en dehors de la famille. Mais le rapport du comité recommande également que les règles de la lignée masculine soient préservées au moins jusqu'à ce que le prince Hisahito devienne empereur. Donc ce serait, comme on l'a vu, le neveu qui succéderait à l'empereur.
Pour information, jusqu'à présent, dans toute l'histoire de la famille impériale, il y a eu 8 femmes monarques, même si leur règne a souvent été temporaire. Et la dernière, qui s'appelait Go-Sakura-Machi, était sur le trône il y a environ 250 ans. Et pour la partie politique de notre podcast Actualité, nous avons 3 news et je vais commencer par la venue du Premier ministre Kishida en France et ça va pouvoir nous permettre aussi, Gaël, de faire un petit topo sur la relation diplomatique France-Japon surtout. Donc tout début du mois, lors de 6 jours de visite internationale, il y a le Premier ministre Fumio Kishida qui est passé par la France le 2 mai. Il a fait une visite qui est passée, on va le dire, assez inaperçue face au déversement médiatique autour de la rencontre entre Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping. Donc cette année, c'est le 60e anniversaire de l'adhésion du Japon à l'OCDE et c'est la raison officielle de la venue de l'homme politique, donc Kishida, en France, puisque c'est lui qui va présider cette réunion ministérielle. Et donc l'OCDE, pour rappel, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc de nouvelles coopérations importantes ont été discutées lors de la venue de M. Kishida avec le président français, notamment dans les domaines stratégiques comme la sécurité économique. Là, c'était plutôt vis-à-vis de l'exploitation de minerais critiques, donc c'est lié aux ressources qui vont être essentielles pour la transition énergétique, entre autres, lorsqu'on pense par exemple aux panneaux solaires, éoliennes, écrans tactiles, stockage de données, etc. Il y a aussi dans le domaine militaire où il y a eu des accords, notamment un accord en matière de défense qui consiste à l'accès réciproque pour les troupes armées. Donc là, on pense au territoire où il y a des relations diplomatiques et militaires entre la France et le Japon, notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et on a entendu également des conversations à propos des startups et de l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc le Premier ministre Kishida a aussi remercié lors de cet événement le gouvernement français pour l'aide qu'il a apportée lors de l'évacuation de ressortissants japonais au Soudan et au Niger l'année dernière et à Haïti le mois dernier. Évidemment, il y aura d'autres événements pour exposer aussi leur collaboration et leur soutien, notamment on pense au JO prochain en 2024 et aussi l'exposition Osaka en 2025. Donc ce qu'on voulait dire, c'est que le Japon et la France, et c'est ce qui a été d'ailleurs souligné lors de cet événement, ils se rejoignent sur beaucoup de valeurs et d'idées et d'intérêts communs. On va en citer quelques-uns, mais il y a les principes démocratiques et l'ordre international fondé sur des règles, par exemple, ou la lutte pour la réduction des inégalités nord-sud. Donc quelques exemples, comme je disais, de coopération. Il y a le cas ukrainien, qui est assez marquant ces dernières années, avec le Japon, qui est le pays d'Asie qui fournit le plus d'aide à Kiev, avec 12 milliards d'euros depuis 2022 qui ont été fournis par le Japon. Et plus de ça, il a invité aussi le président ukrainien au sommet du G7 à Hiroshima en 2023. Et on sait que le Japon rejoint également la démarche française sur l'urgence face au climat, dans le sens où on soutient très fortement la décarbonation en Asie. Donc ça, c'est plutôt le Japon qui va être fer de lance là-dessus sur les territoires asiatiques. Et donc ça rejoint l'idée des accords de Paris qui est chère à la France et à Emmanuel Macron. Donc tout cela reste néanmoins sous-exploité et ça les deux parties en sont témoins et c'est notamment dû apparemment à la lenteur administrative et des erreurs d'interprétation et de perception entre les deux parties. Et donc ça nous étonne qu'à moitié puisqu'on sait que c'est pas forcément évident de collaborer aussi avec les Japonais. Et enfin, je rajouterais que chacun va reprocher un petit peu à l'autre de s'aligner un peu trop d'un côté d'un partenaire très important. On pense par exemple les États-Unis pour le cas japonais ou la Chine pour le cas français. Donc on a tout à gagner évidemment à renforcer les accords et aussi la visibilité de cette alliance France-Japon, notamment dans un contexte où le Japon semble en déclin sur pas mal de critères. Ça lui permet aussi de montrer qu'il est toujours présent. Et moi j'ai envie de parler aussi de l'anecdote je suis jaloux, Gaël, puisque notre Premier ministre français, Gabriel Attal, il a eu des poupées kokeshi traditionnelles en bois à l'effigie de Krillin, Son Goku et Tortue Géniale. Et pour avoir vu des photos de ces exemplaires, je suis jaloux, parce que le Krillin, en vrai, en kokeshi, il envoie. Avec sa petite tête rasée, là, ça envoie bien. Et Emmanuel Macron, lui, il a eu le droit à des verres Edo Kiriko, qui sont des verres traditionnels également. Et là, on n'a pas vu les photos officielles, mais on suppose que ce sont ceux liés à la version de 2022 où on voit Piccolo, Sangohan, adulte et Sangoku. J'encourage tous nos lectrices et lecteurs à nous acheter beaucoup de packs soutien pour que l'on puisse commander une Kokeshi à Charlie. Kokeshi Dragon Ball. Bon, il y en a un qui n'a pas eu de Kokeshi, c'est Joe Biden. Et ça l'a rendu sans doute un petit peu aigri parce qu'il a déclaré durant un événement de collecte de fonds à Washington
pour sa campagne de réélection en fin d'année que, je cite, la xénophobie du Japon entravait leur croissance et il a souligné que la migration était bénéfique pour l'économie américaine. Je cite, « L'une des raisons pour lesquelles notre économie croît est grâce à vous et à bien d'autres. Pourquoi ? Parce que nous accueillons les immigrants. Pourquoi la Chine connaît-elle une telle stagnation économique ? Pourquoi le Japon a-t-il des difficultés ? Pourquoi la Russie ? Pourquoi l'Inde ? Parce qu'ils sont xénophobes. Ils ne veulent pas d'immigrants. Les immigrants sont ce qui nous rend forts. » Fin de citation. Alors évidemment, ça a suscité un petit tollé, une petite déception au Japon. Et le porte-parole de la Maison-Blanche a par la suite cherché à minimiser ses propos en expliquant que l'objectif du président américain était de souligner à quel point il est important pour les États-Unis d'être un pays d'immigration. Et donc la porte-parole, Karine Jean-Pierre, qui est originaire de Fort-de-France, nous apprend Charlie, a ajouté « Nos alliés et partenaires savent très bien à quel point ce président les respecte ». Donc du côté japonais, Tokyo a déclaré à Washington que les remarques de Joe Biden n'étaient pas fondées sur une compréhension précise de la politique d'immigration du Japon. De son côté, le secrétaire en chef du cabinet Yoshimasa Hayashi souligne que les liens entre Tokyo et Washington sont plus forts qu'ils ne l'ont jamais été, avec pour preuve la venue du Premier ministre Kishida en avril dernier aux États-Unis, qui était une première en 9 ans. Et dernière news politique, on va vous parler d'une mairie qui a perdu les données personnelles de ses résidents. Ça c'est plutôt pour l'histoire, mais l'histoire avec un petit H, croustillante comme on les aime. Donc ce drôle d'événement s'est passé dans la préfecture d'Aichi et il s'agissait de données concernant 121 ménages pour des informations liées à l'aide qu'ils percevaient pour leur logement. Donc il y a 1696 morceaux de papier, donc ça c'est très japonais, très, très précis, qui ont été placés dans une boîte en carton, le tout placé dans une charrette à bras pour transporter ce paquet d'un bureau à l'autre. La boîte était bien fermée, mais la charrette s'est renversée à l'approche de son point de destination, malheureusement Gaël. Donc c'était une journée très très venteuse apparemment, donc ça ajoute un petit peu de sel à cette situation cocasse. Et puis pour continuer dans la description de ce contexte assez ubuesque, c'est au coucher du soleil que le personnel a cherché les papiers manquants et puis 2 jours encore après, et la préfecture seulement ensuite a bien évidemment averti ses résidents d'une fuite de données, mais de données papier qui se sont dispersées avec le vent. Donc ça c'est quand même une situation rigolote, et il y a d'autres exemples évidemment qui sont connus au Japon, notamment la police de Tokyo qui a perdu des données de citoyens qui étaient stockées sur des disquettes, ou une autre fois où un employé de la ville, de la préfecture de Hyogo, s'est saoulé et s'est évanoui et a perdu une clé USB avec les informations personnelles des résidents. Donc voilà, mais on imagine bien cette petite charrette à bras portée et du coup on ne sait pas si c'est un problème de charrette en fait ou un problème de vent, parce que à vrai dire ça pourrait être l'un ou l'autre. Pop culture désormais, on va reparler à nouveau du studio Ghibli. On le fait un petit peu à chaque podcast en ce moment, mais c'est qu'on les aime bien. Cette fois-ci, c'est l'ensemble du studio dont on va parler parce que le studio Ghibli a reçu au Festival de Cannes, qui s'est déroulé fin mai, une palme d'or d'honneur pour l'ensemble du travail du studio. Et c'est le fils Goro Miyazaki qui était à Cannes, et c'est le producteur exécutif du Garçon et du Héron, et surtout le fils Goro Miyazaki qui était présent à Cannes pour recevoir cette palme d'or. Alors déjà on va citer une petite anecdote un petit peu un petit peu triste. Sous la légende d'une vidéo YouTube officielle publiée par le Festival de Cannes, lors de la montée des marches du festival, on pouvait lire Montée des marches de Hayao Miyazaki et Isao Takahata, ce qui non seulement est peu drôle parce qu'Hayao Miyazaki était resté au Japon et que Takahata, comme on le sait, est décédé depuis plusieurs années. Donc cette légende, elle est restée 24 heures sous la vidéo YouTube et heureusement elle a été corrigée depuis. Dans l'échange qu'ont eu les journalistes avec Goro Miyazaki, ce dernier a par exemple déclaré « L'histoire de Ghibli est une histoire de transmission générationnelle ratée ». Donc on voit que le sujet de la succession est toujours un petit peu crispé. Donc on sait que Miyazaki père est discret par rapport aux récompenses, et son fils l'a encore souligné quand il a répondu aux journalistes qui lui demandaient encore la réaction de son père face à ce prix unique. Et il a déclaré, je cite, « Ses sentiments semblent être « Je ne comprends pas vraiment ce que c'est, mais merci ». On le voit également dire ça à son producteur Toshio Suzuki dans une vidéo. Maintenant, le maître de l'animation a plus de 80 ans et il reçoit des prix pour des œuvres passées. Donc pour lui, c'est un petit peu comme si ça ne le concernait plus. Il est davantage concentré sur ce qu'il va faire dans les années qui lui restent à vivre.
Et c'est ça qui est un petit peu intéressant, la chose à retenir, je pense, de cette récompense, c'est que Goro a expliqué que son père avait toujours des histoires à raconter et qu'il perçoit les autres animateurs comme des rivaux. Donc si le temps le lui permet, on aura peut-être encore un ultime film de Hayao Miyazaki. La conclusion du fils, c'est qu'après avoir passé 7 ans sur le film Le Garçon et le Héron, le studio a besoin de temps pour récupérer. Je cite, « Je pense que nous pourrons encore une fois réfléchir à ce qu'il faudra faire ensuite, une fois qu'ils ne seront plus là. » Et par « il entendait Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki. Ce qu'on retient aussi, c'est que lors du festival ont été diffusés 4 courts-métrages sur la dizaine existante qui ont été produits pour être diffusés au musée Ghibli à Tokyo. Et ça, vous en avez parlé, Charlie, avec Marjorie dans le podcast Destination il y a seulement quelques jours. Donc pour rappel, au musée Ghibli à Tokyo, il y a une dizaine de courts-métrages que vous pouvez voir dans le cinéma qui se trouve à l'intérieur du musée. Donc c'est des courts-métrages qui tournent en fait, vous ne savez pas lequel vous allez pouvoir voir. Et le studio Ghibli a proposé au festival d'en diffuser 4 d'entre eux, ce que le festival a accepté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le studio a annoncé qu'ils avaient proposé ces courts-métrages, qui ne sont pas vendus, je le rappelle, en Blu-ray, etc., à d'autres festivals, mais que ça avait toujours été refusé. Alors on reste un petit peu dans l'ambiance Miyazaki parce qu'on a encore l'occasion de l'évoquer. Alors l'organisation Gold House, qui est une organisation à but non lucratif, basé à Los Angeles, New York, San Francisco et Singapour, et qui a pour objectif de défendre les intérêts des personnes d'origine asiatique, nous a sorti une liste des 100 personnalités d'Asie pour 2024. Et on retrouve dans cette liste, pour nos amis japonais, Eiichiro Oda, qui est l'auteur du manga One Piece, ainsi que Maken Yu, qui incarne Zoro dans la série Netflix de One Piece. À leur côté et celui de Hayao Miyazaki, on trouve également Takashi Yamazaki, qui est le réalisateur du film Godzilla Minus One. Et toujours dans la pop culture, je vais vous parler un petit peu de Assassin's Creed au pays du soleil levant. C'est cette année que sortira le nouvel opus de la licence de chez Ubisoft, 4 ans après avoir parcouru l'univers de Valhalla, où depuis quelques autres open world aussi, on a pu jouer à Assassin's Creed Origins ou Odyssey, qui se passaient donc respectivement en Égypte et dans la Grèce antique, on va dire, pour faire simple. Et donc, nous sommes tout proches de pouvoir parcourir le Japon féodal. Et pour ça, j'ai hâte, Gaël. Donc, le trailer, il nous a montré Naoe et Yasuke, qui sont les 2 protagonistes tête d'affiche de cette animation qu'on a pu voir justement mi-mai. Naoe, ce sera une kunoichi, donc une femme ninja, qui va être spécialisée sur l'infiltration et les diversions. Donc elle aura dans sa besace, si vous me permettez de dire ça, grappin, shuriken, boule de fumée et lame secrète pliable apparemment, puisqu'on la voit dans le trailer. Donc elle n'a pas la lame qui se déploie tel un opinel. Et on a pu aussi voir Yasuke, qui est historiquement le premier samouraï de couleur noire. Il se bat à l'origine pour unifier le Japon avant de rejoindre apparemment le camp des assassins. On le voit à l'écran avec un arc, une naginata et une masse. Et une naginata, c'est une sorte de hallebarde. Alors je voulais juste rappeler que Assassin's Creed mélange des éléments historiques avec des éléments fictionnels. Donc c'est vrai que Yasuke a existé, mais probablement que l'histoire va inventer des choses tout autour de ça. Oui, bien sûr. On n'en doute pas, et ça a été le cas pour Origins, Odyssey, ou celui à Paris, c'était Unity. Oui. Où là, l'histoire était pas mal romancée, mais bon, ça fait partie, quand on sait que c'est un jeu vidéo, c'est très chouette. Le titre annoncé est le suivant, Assassin's Creed Shadows, et le gameplay apparemment serait visible le 10 juin prochain lors d'une conférence pour une sortie à peu près autour du 10 novembre 2024. Nous agissons dans l'ombre. Pour servir la lumière. Ça faisait très longtemps qu'ils avaient annoncé un Assassin's Creed, enfin qu'il y avait une rumeur en tout cas d'un Assassin's Creed au Japon, et c'est maintenant officiel. Alors moi je fais juste une petite remarque, c'est que le dernier Assassin's Creed auquel on a pu jouer, c'était Assassin's Creed Mirage, m'a ramené 20 ans en arrière parce que je trouvais que le gameplay n'avait pas beaucoup évolué. J'espère qu'ils vont un petit peu faire évoluer celui de Assassin's Creed Shadows pour que le Japon ait une belle visibilité, parce que c'est une grosse licence qui est vraiment très intéressante, mais c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps. Et en plus, entre-temps, il y a eu Ghost of Tsushima, que je vous recommande absolument parce qu'il est très très beau et il est aussi très intéressant à jouer. Donc on va voir ce que Ubisoft va pouvoir nous faire. Oui, avec un vrai système de combat, et donc on espère aussi que celui de cet opus-là, il sera à la hauteur.
Et pour continuer dans l'univers jeux vidéo, PlayStation a donné son chiffre d'affaires annuel et il est historique. Sony, donc il a dévoilé, comme beaucoup d'autres, et à cette période-là, puisque c'est la fin de l'exercice fiscal qui s'est terminé le 31 mars 2024. Donc Sony n'a pas pu écouler autant de PS5 que désiré et le chiffre d'affaires et bénéfices opérationnels, eux, ont quand même atteint des records. Donc l'explication, ça se fait du fait qu'il y a eu pas mal de jeux vendus, notamment aussi les DLC, et qu'il y a aussi le taux de change qui joue dans la balance. Donc ça reste en marge de progression, puisque là où ils sont un peu moins bons, on va dire, ça va être sur la vente des jeux first party qui ont un petit peu baissé. Donc ces jeux spécialisés qui vont rester peut-être plusieurs années sur la console uniquement, ils sont passés de 43,5 millions de ventes il y a un an à 39,7 millions d'euros. Donc là, on voit qu'il y a une petite marge de progression faisable. Et les PS5 sont toujours vendus à perte, puisque pour augmenter justement le nombre de consoles dans les foyers, ils ont dû aussi appliquer toute une politique de promotion un petit peu forte, ce qui fait que voilà, le produit, c'est pas celui qui rapporte, mais plutôt les jeux vidéo. Donc concernant la console, il y a eu 20,8 millions d'exemplaires vendus cette année contre 19,1 millions pour l'exercice précédent. Donc c'est mieux que le pic de vente de la PS4, mais pas autant que celui record de la PS1 qui était de 22 millions. Donc rappel, l'objectif de départ pour Sony, c'était de vendre 25 millions pour la PS5. C'est vrai qu'ils pensaient que c'était tout bénef, et au final, pas du tout, d'autant qu'il y a eu du contexte avec le Covid. Et donc, pour information, Elmer Hulst et Hideaki Nishino vont se partager la lourde tâche de diriger PlayStation à partir du 1er juin 2024. Bon, après, la branche Sony Computer Entertainment va très bien. C'est vrai que la Switch est la console qui se vend le plus, mais Sony va très très bien, bien plus en tout cas, bien mieux que Xbox. Ce qui est d'ailleurs amusant parce qu'il y a eu quand même une période de temps faible sur les jeux vidéo japonais il y a une quinzaine d'années. Et là on voit qu'ils ont vraiment bien remonté la pente avec Nintendo qui est au sommet de tout, Sony qui vend très très bien avec sa PlayStation et Xbox, les Américains, qui ont un peu plus de difficultés ces derniers temps et qui cherchent leur modèle économique. On va parler pour terminer des Gouttes de Dieu. Donc c'est ce manga initialement, donc Kami no Shizuku. C'est un manga sorti en 2009 qui s'est terminé en 2014 avec 44 tomes. Donc ce manga, on en a parlé nous sur le site de Kampai dans le cadre de notre article à la suite de la diffusion de la série live qui s'appelle pareil Les Gouttes de Dieu, qui a été diffusée sur Apple TV+ il y a quelques temps. Le manga, lui, avait été vendu à plus de 1 500 000 exemplaires en France chez l'éditeur Glénat. Donc pour vous résumer un petit peu le pitch, c'est un collectionneur français qui est expatrié au Japon depuis très longtemps, un collectionneur de vin qui décède, et donc sa fille, qu'il n'a quasiment jamais connue, en tout cas quand elle était toute petite, est convoquée chez le notaire au Japon dans le cadre de la succession, mais en fait le notaire apprend à cette jeune femme qu'elle est en compétition avec le protégé de ce collectionneur qui lui est un grand spécialiste de vin, et du coup ils vont avoir des épreuves, une sorte de concours en fait, une compétition pour savoir qui va être le successeur, qui va pouvoir hériter de la grande collection. Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. Donc on vous encourage à aller lire notre article sur Kampai, parce que c'est une série qui était vraiment intéressante, que vous ayez lu ou pas lu le manga initial. Alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui ? D'abord parce que on vient d'apprendre qu'il y aurait une saison 2 à la série, donc ça on en est ravis. Et puis également parce que la série va pouvoir être vue par beaucoup plus de monde, car elle sera diffusée, enfin elle est diffusée au moment où vous nous écoutez, depuis le lundi 27 mai sur France 2, et puis elle est également disponible sur la plateforme France.tv. Donc on vous encourage à aller voir cette série parce qu'elle était vraiment très intéressante. Et pour info, vu que c'est basé sur des vignes qui existent vraiment, cette exploitation a eu un pic de commandes. Alors, et concernant nos récurrents, donc on va pas encore vous embêter pendant plusieurs minutes avec le yen, mais on vous rappelle une fois de plus que le yen est à un taux extrêmement intéressant actuellement, c'est historique.
Au moment où on enregistre, on est même à plus de 170 yens pour 1 euro. Donc si vous partez au Japon dans les prochains mois, là en 2024 ou même début 2025, on vous encourage d'ores et déjà à changer vos euros en yens parce qu'on est à un taux vraiment très très intéressant. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc pour ça, vous pouvez prendre comme référence notre article sur Kanpai qui est changer ses euros en yens au meilleur prix. Ensuite, au niveau de la fréquentation touristique, alors sans grande surprise, donc le mois de avril 2024 a été un très bon mois également pour le tourisme au Japon. C'est un des meilleurs mois de l'année, bien sûr. Et il y a eu pour le deuxième mois consécutif un peu plus de 3 millions de visiteurs étrangers au Japon. Donc c'est un petit peu moins qu'au mois de mars, mais quand même, on a eu 43 000 voyageurs étrangers au Japon en ce mois d'avril, et puis également pas mal de touristes francophones, parce que sur les 4 premiers mois de l'année, on a eu 123 000 Français qui sont allés visiter le Japon. Alors au niveau du calendrier de ce mois de juin, on va vous parler évidemment de Tsuyu, donc c'est la saison des pluies. C'est pas une science exacte, a fortiori avec le changement climatique ces dernières années, mais c'est vrai qu'autour du 10 juin, on considère qu'on arrive en saison des pluies au Japon. Parfois il n'y a pas du tout de pluie pendant toute la saison, parfois il pleut un petit peu tous les jours, en tout cas il fait humide. C'est pour ça que le Japon a imaginé ce jour des parapluies au Japon qui est le 11 juin. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire en tant que touriste? Vous allez sans doute l'aborder, Charlie et Marjorie, dans votre prochain podcast, mais c'est un mois de basse saison, le mois de juin. Donc c'est assez intéressant si vous avez un budget qui est assez restreint. Il y a beaucoup moins de monde au Japon et c'est souvent beaucoup moins cher en termes de vol, hébergement, etc. Alors, en matière d'articles publiés ce mois-ci, on vous a présenté les gorges de Kakusenke, donc c'est une balade rafraîchissante à Yamanaka Onsen. C'est toi qui l'avais faite d'ailleurs, Charlie. Ensuite, on est reparti du côté de Tokyo avec la présentation de Yurakucho, donc les izakaya sous les voies ferrées. C'est un quartier très amusant. On est parti du côté de Nara, de la préfecture de Nara, où on vous a présenté le temple Horyuji, donc un temple impérial de l'Antiquité japonaise. Retour du côté de Tokyo, dans le quartier de Harajuku, avec la présentation du Design Festa Gallery, qui est une sorte de galerie d'art assez unique à Tokyo. Donc si ça vous intéresse, c'est l'occasion d'y faire un petit tour. Et enfin, après tous ces jours fériés, on vous a diffusé un article sur la plus grande maison de Shirakawa-go qui s'appelle la résidence Nagase. Et en termes de contenu prévisionnel, donc sur le mois de juin, toujours selon ce qu'on arrivera à vous sortir, mais on a l'intention de vous parler du voyage durable au Japon. Il est quasiment fini cet article, enfin il nous aura pris beaucoup de temps. Et on va également parler de Tsukishima Monja Street, donc qui est une rue gastronomique. On va vous parler de Dogo Onsen, que vous avez sans doute entendu déjà, et on va vous le présenter en détail. Et puis probablement aussi qu'on vous expliquera comment prendre les transports correctement à Osaka, ce qui viendra compléter le podcast que vous avez enregistré, Charlie, avec Marjorie et Kelly. Il y aura d'autres choses, mais on vous garde un petit peu de surprise. Et concernant nos podcasts déjà diffusés au mois de mai, il y avait avec Marjorie le podcast Voyage, pourquoi le Japon attire-t-il tant? Donc là on vous a fait une petite synthèse sur tous les beaux attraits aussi du Japon et ce pourquoi en France en tout cas on se dirige vers ce pays. Il y a eu l'interview que tu as menée avec Naoko qui est la fondatrice de Ima Japon, donc voyager au travers des assiettes. Et enfin, il y a eu un podcast destination dédié au musée et au parc Ghibli que l'on a fait avec Marjorie. En précision, on vous indique aussi comment réserver au mieux vos places et comprendre pourquoi l'accès à ce musée et ce parc sont quand même assez compliqués. Et pour le mois de juin, les podcasts prévus sont avec Marjorie, donc de parler du podcast Voyage au travers de l'été au Japon. Et toi, Gaël, tu te chargeras de l'interview de quelqu'un qui travaille au parc Molévrier, près de Cholet et de Nantes, donc qui est un parc en France, mais un parc japonais. Et enfin, on aura un podcast destination dédié à l'ascension du mont Fuji, où on va vous en parler un peu plus en détail que tout à l'heure, que ce que l'on vient de faire ici dans ce podcast. Le podcast Actualité, lui, sera posté en juillet. Et le mois de juin, vu que c'est un mois à 5 semaines, il y en a 4 comme ça dans l'année, donc il y aura une semaine sans podcast. Ce sera l'occasion d'écouter les anciens podcasts, de vous remettre un petit peu à jour, parce qu'on a quand même une diffusion hebdomadaire. Et puis Gaël, comme on le fait traditionnellement, je te laisse remercier nos packs soutien.
Oui, donc on remercie beaucoup nos lecteurs et lectrices qui nous ont commandé des packs soutien. Donc pour rappel, ce sont l'ensemble de nos livres et e-books sur le Japon, donc 4 livres physiques sur le voyage au Japon et 2 livres numériques, donc e-book et audio, sur l'apprentissage du japonais. Donc ce pack a été commandé au mois de mai par Julien, Anthony, Michel, David, Bruno, Laurent, Charles et Catherine, et on vous remercie beaucoup. Et puis vu qu'on est au remerciement et qu'on arrive à la fin du podcast, je remercie Gaël pour cette session, pour le temps accordé, et évidemment on remercie chaleureusement nos auditrices et nos auditeurs, ainsi que toutes les personnes qui vont partager ce podcast sur les réseaux. Vous êtes notre meilleure bouche à oreille. Au passage, n'hésitez pas à prendre le temps de noter avec un maximum d'étoiles ces podcasts sur vos plateformes, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut remonter aussi dans les fils d'actualité d'autres comptes. Ça fonctionne comme ça, et puis nous c'est vrai qu'on ne fait pas, mis à part sur notre compte Instagram Kampai et Facebook et nos réseaux à nous, sinon on ne fait pas d'autres pubs et on n'a pas de partenaires pour faire des pubs, donc on compte aussi sur vous. Oui, si vous aimez le podcast, diffusez-le autour de vous s'il vous plaît. Merci encore et puis on se dit à très bientôt Gaël. Salut Charlie. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.